Cet homme est un agent de renseignement. Vous ne connaîtrez ni son nom, ni son visage. Ce matin, il a une mission particulière. Formé de hauts fonctionnaires belges à résister aux espions. Racontons l'histoire d'un fonctionnaire comme vous, comme moi, qui rencontre un interlocuteur lors d'une conférence, un événement public. À l'issue de la conférence, elle vous invite à un lunch, vous acceptez parce que la discussion s'était bien déroulée. Au cours de ce déjeuner, vous abordez des sujets professionnels et privés. La personne se montre très amicale et dans le cours de la conversation, elle va vous poser des questions sur votre travail et vous demander un document qui en fait est tout à fait ouvert. Il est sur le site internet de votre SPF et donc aucun problème à répondre à sa question, lui fournir le document. Malheureusement, quelques semaines plus tard, elle pourra vous poser des questions encore plus sensibles. Maintenant, il ne s'agit plus de l'organigramme de tel département, mais il s'agit d'une note confidentielle qui cible un sujet d'intérêt. Et là, évidemment, si vous n'aviez pas anticipé le problème, que vous pensiez avoir affaire à un ami, vous êtes bien embêté. Vous pourriez peut-être croire que vous n'êtes pas concerné par la chose, que vous n'êtes pas intéressant, mais détrompez-vous. Bruxelles, c'est un nid d'espions. C'est la capitale de l'Union européenne, c'est là aussi siège l'OTAN, donc évidemment ça intéresse les puissances étrangères. Les seuls autres endroits avec plus d'espions dans le monde, ce sont les Nations Unies à New York. Sinon, ils sont tous là. Les seuls autres endroits avec plus d'espions dans le monde, ce sont les Nations Unies à New York. Sinon, ils sont tous là. Pour être un parfait espion, on pourrait dire que moralement, on pourrait être un parfait salaud, quoi. J'ai effectivement été travaillé pour la DGSE pendant 20 ans et j'étais basé pendant cette période, une partie de cette période à Bruxelles. Avez-vous jamais travaillé pour le Mossad? Imaginez que ce soit vrai. Je vais pas l'écrire sur mon t-shirt. Pour des raisons diplomatiques, on préfère garder ça un peu derrière le rideau, si vous voulez. Mélanger l'informatique surtout, écoute téléphonique et tout ça. Ici, derrière le rideau, si vous voulez. mélanger l'informatique surtout, écoute téléphonique et tout ça. Ici, ils sont passés du côté de la porte d'armure. Je vous connais tous très bien. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Pourquoi? Parce que vous êtes tous connectés à Internet. Je n'aurais jamais imaginé que les États-Unis utiliseraient le manuel de la Stasi comme modèle pour leur système de surveillance. La police fédérale est venue me trouver. Ils sont venus me raconter qu'effectivement, il y avait un problème avec... La police fédérale est venue me trouver. Ils sont venus me raconter qu'effectivement, il y avait un problème avec mon ordinateur. On m'avait laissé entendre que si je continuais dans cette voie, il pourrait m'arriver des problèmes. Voilà. Cet énorme bâtiment est sous haute surveillance. Le Conseil européen, surnommé le Juste Lips, est le siège du pouvoir en Europe. C'est ici que les chefs d'État prennent les décisions les plus importantes, comme le passage à l'euro. L'immeuble a des allures de bunker.
Et pourtant, il va être espionné pendant 10 ans. Tout commence en 1993. Le Juste Lips est en construction. Une camionnette se dirige vers le quartier européen. À l'intérieur, des hommes se préparent à une opération clandestine. Ils ont attendu la fin de la journée pour rentrer sur le chantier. Ils se sont procurés les plans de l'immeuble. Ils connaissent parfaitement leur objectif. L'opération secrète a réussi. Elle ne sera connue que 10 ans plus tard. À Bruxelles, les services de sécurité du Conseil européen ont découvert des écoutes téléphoniques illégales dans le bâtiment qui accueille régulièrement les réunions des ministres des 15. Le plus grand scandale d'espionnage de l'après-guerre vient d'éclater à Bruxelles. Et il a été découvert tout à fait par hasard. Le matin du 28 février 2003 commence une journée ordinaire. Quand elle prend le micro, elle entend ça fait du bruit. Mais il y a quelqu'un qui écoute. Ah bah apparemment oui. Allons-y hein. Ah bah c'est pour ça que moi je parlais, puis j'avais oublié cette là. Bonne chance. Pour les fonctionnaires de l'intendance du Conseil européen. 2 téléphones. Ils vérifient les équipements de communication avant le prochain sommet. Plusieurs pays. Comme il en existe des centaines, attire leur attention. Une personne a constaté un bruissement de la ligne téléphonique. Il a signalé ça à la service technique du bâtiment. Ils ont pris le plan technique, ils ont vérifié quel est le problème, et puis ils ont constaté qu'il y avait un câble qui était présent, qui n'était pas sur le plan technique. Après quelques recherches, on a constaté que dans un mur du bâtiment, il y avait une boîte noire. C'était un appareil d'espionnage assez technologique. Une boîte noire, scellée derrière la paroi en béton et qui a la taille d'un paquet de cigarettes. La sûreté de l'État est avertie, mais elle ne dispose pas d'outils technologiques suffisants pour analyser le boîtier. Elle fait appel à l'IBPT, le gendarme des télécoms. Trop Les sophistiqué. spécialistes sont les premiers à intervenir sur place. Mais il faut être certain qu'il n'y en a plus d'autres appareils qui sont dans le bâtiment cachés quelque part. Donc, dans ce cadre-là, on a pris notre matériel portable et on a fait un sweeping de tous les étages, pièce par pièce, afin de déterminer s'il y a des autres appareils. Une traque systématique est engagée. Le sweeping consiste à détecter toutes les anomalies de fréquence du bâtiment et des environs. Et les agents de sécurité vont de surprise en surprise. Le sweeping consiste à détecter toutes les anomalies de fréquence du bâtiment et des environs. Et les agents de sécurité vont de surprise en surprise. Le 10 mars, 3 autres boîtes noires, dissimulées dans d'autres salles, sont découvertes avec la même technologie. Dès que le téléphone est décroché, l'émetteur se met en route. La personne de l'autre côté qui a le récepteur, ou bien il est sur place et il écoute directement la conversation. Deuxièmement, il met un appareil pour enregistrer. Ou troisièmement, il le dévie vers une ligne téléphonique et à ce moment-là, il peut l'écouter n'importe où. Avec ce système d'espionnage illégal, la France, l'Espagne... Ils ont mis un T. Comment? Ils ont mis un T numéricable. L'Allemagne et l'Autriche sont écoutés à chaque sommet. Le fait que ces 5 boîtes noires
plein de matériel d'espionnage était présent dans les murs, veut dire que probablement ils ont été mis là-bas déjà dans la phase de construction du bâtiment Justus Lipsius. Alors, ceux qui ont mis ces boîtes l'ont fait à une époque où Internet, où les téléphones portables, où je dirais, la technologie moderne n'existait pas. Donc il fallait des systèmes d'écoute au cas où on louperait quelque chose. Parce qu'au Conseil européen, les discussions valent de l'or. Espionner les délégations, c'est connaître à l'avance toutes leurs positions stratégiques sur les questions européennes. Au moment où on découvre les boîtes, qu'est-ce que fait la sécurité du Conseil des ministres européens? Au lieu de laisser tout en place, ils arrachent les fils. Mais c'était autant tirer la signal d'alarme. Ça en dit long sur l'incompétence en matière de sécurité des institutions européennes. Vous laissez pour remonter. Les agents du Conseil européen auraient suivi les procédures de sécurité et contredisent cette version. J'ai été surpris de recevoir le coup de fil, mais j'ai tout de suite donné les instructions nécessaires pour pouvoir sauvegarder le trail of evidence, hein, donc, parce que dans toutes circonstances, on va essayer de garder les preuves. On a aussi contacté nos collègues de la Sûreté de l'État qui nous ont assistés à gérer la découverte et la suite de la découverte. Des années de réunions confidentielles ont été écoutées. Mais par qui? Ce ne sont pas des amateurs qui ont fait ça. Ça doit être le travail d'un gouvernement ou d'une équipe d'espionnage d'un pays et de haute qualité, de haute qualité technologique. Donc ce ne sont pas des amateurs qui ont fait ça, c'est bien organisé. Vous avez grosso modo 3 pays en Europe, France, Grande-Bretagne, Allemagne. C'est très probablement pas ces pays-là. Vous avez les États-Unis, bien sûr. Vous avez sans doute Israël, avec des limites. Et vous avez la Chine et la Russie. Après, vous pouvez tirer l'échelle. Il n'y a personne. Pour remonter la piste des coupables, Alexandre Le Guin déclenche une covert action, une opération de contre-espionnage. Elle est menée depuis ce centre de crise, à l'intérieur du Conseil. Ni le gouvernement belge, ni la justice ne sont mis au courant. Des caméras cachées sont installées dans 3 locaux techniques, où le matériel d'écoute a été découvert. Le but est de repérer les espions, qui assurent la maintenance des mouchards. Mais cette opération de contre-espionnage n'a pas réussi parce que, quelques semaines après la découverte, Le Figaro a publié le scoop de cette affaire. Les révélations du quotidien français font éclater l'affaire au grand jour. L'Europe tient son Watergate. La justice belge lance une enquête. Mais elle va se heurter à un mur du silence. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez les administrations du Conseil des ministres renvoient la balle aux autorités belges.